à tous, je suis heureux de vous retrouver dans un format un peu particulier aujourd'hui pour traiter d'une question assez importante qui est en fait assez peu traitée, qui est donc sur l'éthique de la communication. Alors c'est un mot qui fait un peu peur, mais qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, de quoi il s'agit ? Donc on a vu déjà ensemble, et vous avez vu aussi par ailleurs, plusieurs approches de la communication. Et donc on comprend que dans les métiers du social, c'est évidemment quelque chose qui est, j'allais dire, essentiel dans son essence. On imagine vraiment mal un travailleur social s'extraire complètement de toute communication. Et donc on voit que c'est un levier pour nous et un moyen d'entrer en lien avec d'autres personnes. Et on a vu bien sûr comment cette rencontre-là pouvait être parfois déterminante pour les gens que nous allons accompagner. Le mot éthique également, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. Et donc, on va essayer aujourd'hui de comprendre aussi en quoi l'éthique, elle a justement ce côté très pratique qui est important dans notre milieu, dans nos professions. Et donc, si on considère que la communication, elle nécessite un émetteur et un récepteur avec un message entre les deux, qui doit être compris avec toutes les variantes de compréhension et tous les axes de compréhension que l'on peut trouver. Et si l'on définit l'éthique justement comme étant cette capacité d'adaptation à une situation, comme étant idéalement la meilleure réponse possible à apporter à une situation, on comprend donc que l'éthique de la communication, elle a toute sa valeur, puisqu'elle est bien comment, finalement, quels sont les critères de la meilleure manière possible de dire les choses à des personnes. Et donc c'est bien là-dessus qu'on va en fait travailler aujourd'hui, c'est-à-dire comment annoncer les choses aux gens, finalement, comment on leur parle aux gens. Et donc ceci nécessite un certain nombre de précisions, de situations, de remise en question énormément, puisque il faut pas douter que nos paroles ont un poids que d'autres n'ont pas. Et donc il va être très important de comprendre que l'on ne peut pas tout dire et que l'on ne peut pas dire absolument tout ce qui nous passe par la tête comme individu, mais on va véritablement parler d'une communication professionnelle. La communication professionnelle, elle est bien dans le sens où, en tant que personne, on peut penser et dire des choses que l'on ne penserait pas et qu'on ne dirait pas dans un cadre professionnel. Bien entendu. Évidemment, les exemples peuvent être multiples dans notre milieu. On rencontre bien sûr des gens que l'on va aider, avec qui finalement on aurait très très peu d'affinité dans notre vie de tous les jours. Et donc on sent véritablement qu'il y a un effort à faire. C'est pénible, d'ailleurs. C'est un effort vraiment intime, personnel, vraiment, et qui peut être véritablement un déchirement, parfois, dans certaines situations. Donc tout d'abord, il faut le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il faut d'abord planter, il faut se débarrasser, on va dire quelque part de ce nous bien trop pulsionnel. Ensuite, la deuxième étape sera de perfectionner ce nous en l'améliorant toujours plus jusqu'à arriver, et on se le souhaite tous, à la pratique de la communication et de l'éthique de la communication à un degré héroïque et exemplaire. Parce que c'est bien sûr ça que l'on attend de nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper en réalité dans ce domaine-là, ou alors en tout cas le moins possible. Tellement il y a des conséquences terribles à cela. Alors,
Pour essayer de situer, on va bien sûr parler de situations assez précises. Donc on va essayer de faire un tout petit peu de théorie là maintenant, et bien sûr essayer de traduire ça par des cas pratiques. Donc l'idée va être que, en fonction des orientations que je vais donner maintenant, vous allez pouvoir me produire, par petits groupes, des réponses aux questions que je vais vous poser et des mises en situation que je vais vous faire. Idéalement, il serait intéressant que vous puissiez même filmer des reconstitutions d'échanges, et donc sur des questions que je vais vous laisser. Il y aura un temps plus tard de remédiation où on pourra essayer de voir précisément comment ce qu'on pourrait améliorer et ce qu'on pourrait conserver, bien sûr, comme ça, et creuser un petit peu ensemble. Alors, je le disais tout à l'heure, la communication éthique, elle passe nécessairement et indubitablement par notre, on va dire, évacuation, notre non prise en compte de nos pulsions. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et c'est quelque chose qui, je pense, est difficile à acquérir. Il suffit uniquement de regarder l'attitude de beaucoup d'étudiants pendant les cours, qui ne se mettent pas du tout en situation d'écoute, et l'écoute c'est déjà de la communication, mais qui se laissent submerger par leurs pulsions, en bavardage, en distraction, etc. Et donc couper complètement la communication avec quelqu'un. Et donc évidemment, il faudra absolument que ça n'arrive jamais dans les lieux professionnels. C'est impossible. C'est exactement comme si vous écoutiez quelqu'un qui vous raconte sa souffrance, et pendant tout ce temps que cette personne vous raconte sa vie, mais vous êtes sur votre téléphone portable, envoyez des textos, des messages, bon. On se rend compte très vite qu'en réalité ça ne marche pas. Et donc il faut, et ça c'est juste la base en plus. Alors évidemment après on va aller travailler quelque chose de bien plus fin, mais la base c'est déjà d'être physiquement, attentionnellement présent. Et il n'est pas possible d'envisager, par respect en fait pour les gens qui nous font confiance, il est juste pas possible d'envisager autre chose que cela. C'est la première éthique qui nous est demandée, c'est-à-dire au moins d'être présent. Il y a ensuite la manière avec laquelle on va répondre aux difficultés que les gens nous donnent, sans mentir, jamais, sans être trop victorieux avant de savoir, et en toujours gardant une certaine mesure dans nos émotions de déception ou de joie. C'est important. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être bien sûr fermé, mais on doit être quand même des figures rassurantes, et donc c'est rassurant quelqu'un qui sait se contenir, qui peut être bien sûr joyeux, attention, hein. On a beaucoup aussi critiqué les travailleurs sociaux à une époque par leur manque parfois d'empathie et d'émotion. Spécifiquement, on entend encore assez souvent la légendaire amabilité des assistantes sociales, et c'est vrai que c'est des choses où il y a encore des écoles, si vous voulez, où la froideur professionnelle est en fait pas du tout de mise, et pas du tout reçue comme telle, puisque c'est une neutralité qui est finalement une froideur, vraiment, véritablement. Et donc ça, c'est sûr, ça colle pas non plus. Pour autant, il est nécessaire d'avoir une mesure. Et cette mesure-là, elle se travaille avec le temps, mais surtout avec le travail sur soi. Alors ceci, c'est vrai pour les réponses qu'on peut apporter aux gens, mais c'est aussi vrai de toute façon pour les nouvelles que l'on a à annoncer aux personnes. Vous voyez, comment on leur annonce l'échec d'un dossier, comment on leur annonce à des enfants par exemple que les parents les abandonnent, comment on annonce, enfin vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on passe notre temps à porter en fait ces petits bouts de vie des gens, et on peut pas le faire de n'importe quelle manière.
Alors, on va commencer certainement peut-être par quelque chose d'assez concret. Alors, on va commencer par quelque chose qui certainement est très concret pour nous tous. C'est finalement comment pouvons-nous, en tant que travailleur social, annoncer des mauvaises nouvelles aux personnes. Alors, on va parler de quelque chose d'assez général, puis ensuite on va descendre pour les situations le plus particulières. Tout d'abord, il y a quelque chose, bien sûr, à laquelle il faut être attentif, c'est comment vous vous sentez lorsque vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer à quelqu'un. Ça, c'est capital, puisque ça va nous éviter d'être des robots de ce côté-là. Donc, il y a des symptômes, hein, on peut le voir, voilà, par exemple, si on ne dort pas pendant des nuits, avant de trouver le courage de vous asseoir avec une personne et de verbaliser votre message, et qui, peut-être jusqu'à maintenant, a été assez maladroitement projeté. Et donc, voilà, c'est... Donc là, c'est en apprenant de toute façon les principes de base de la communication et de l'éthique que nous pouvons comprendre que la raison pour laquelle il est difficile de verbaliser une situation elle-même difficile et complexe, c'est bien sûr la présence de ce qu'on va nommer les émotions négatives. Donc, c'est-à-dire, sont des émotions qui peuvent être reliées à notre propre histoire, qui peuvent être provoquées par le malaise d'aller blesser quelqu'un ou de stimuler une réaction émotive chez quelqu'un. Rappelez-vous, la rencontre rend compte, je le dirai jamais assez, et donc là, ce sont des véritables moments de rencontre qu'on a avec les personnes, où nous-mêmes, en tant qu'individus, on est extrêmement convoqués. Donc, bien sûr, il y a le fait que parfois, déjà, on ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, on ne sait pas comment s'y prendre non seulement pour dire la chose, mais également pour éviter que la personne réagisse vivement ou négativement. Et on pourrait développer des sentiments de culpabilité de devoir annoncer une mauvaise nouvelle. Alors, dans le but de vous préparer à faciliter votre approche, lorsque vous avez une communication difficile à avoir avec quelqu'un, on va essayer de voir quelques points à considérer et peut-être essayer de trouver une formule efficace. Donc tout d'abord, il me semble important de prendre conscience de l'émotion projetée. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est-à-dire qu'en communication, on l'avait déjà vu, nous projetons ou consciemment ou inconsciemment une émotion sur l'autre, positive ou négative. La plupart du temps, il faut quand même en être convaincu, l'émotion projetée influencera la réaction de l'autre. Donc notre travail, il commence déjà là. On le voit très bien pour des choses très simples, hein, c'est que si on a été un peu chamboulé la veille, on arrive et il sera plus difficile d'être accueillant avec les personnes peut-être. Donc on projette énormément. Il est important donc de se préparer à projeter là une émotion positive, malgré la mauvaise nouvelle. Et ouais, c'est ça qui est compliqué. Alors, on va aller voir ce que c'est. Alors tout d'abord, on va... de toute façon, on va donner des exemples, mais on retient ça. Donc, se préparer à projeter une émotion positive, même en cas de mauvaise nouvelle. Ensuite, il faut éviter ce qu'on appelle la suggestion négative. Si, par exemple, je vous dis pensez à un chat noir, qu'est-ce que se passe-t-il ? Votre cerveau vous donne une image d'un chat noir. N'est-ce pas ? Souvenez-vous de ceci. Lorsque vous parlez à des personnes, vous plantez une graine dans leur esprit.
C'est ainsi que notre cerveau fonctionne, c'est comme ça. Par exemple, si je vous dis j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, ou vous allez être déçu, et peut-être même fâché après moi, j'ai déjà entendu ça, mais ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui vous écoutent ? Les mots, tout simplement, les mots font en sorte que ce que vous construisez chez la personne va constituer un sens qui est pas trop positif finalement. Juste à entendre les mots mauvaise nouvelle, ça nous met sur la défensive, prêt déjà à attaquer. Donc on va réfléchir à une formule à 3 étapes pour commencer, on ira plus loin plus tard, que vous pouvez finalement utiliser dans plusieurs contextes, on va dire, où la nouvelle est peu désirable par la personne. Donc tout d'abord, il me semble hyper important, et ça, il faut le noter vraiment en grand, il faut verbaliser les faits. C'est important. Je vais vous donner les 3 étapes tout de suite, et après, de toute façon, on va les développer un petit peu. Donc verbaliser les faits, exprimer de l'empathie, et apporter une solution. Alors là, nous, parfois, on se dit, oui, mais enfin, c'est pas trop facile, quoi, quand même, finalement. Parce que nous, on a des situations parfois tellement difficiles que de toute façon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de solution. Mais on va y venir. Par exemple, moi, je sais pas, vous annoncez à quelqu'un que son procès, par exemple, ou sa date de commission, va être décalé. Par exemple, quelqu'un qui attend depuis très longtemps que son dossier passe en commission, et en fait, c'est décalé. Bon. Les commissions, chère madame, en ce moment, sont très en demande, et c'est la raison pour laquelle il manque encore de créneaux. Je sais que vous l'attendiez impatiemment, mais je vais essayer de vous proposer une alternative en attendant que vous puissiez accéder à ça. Ou je vais essayer d'accélérer le dossier. Ou en tout cas, je me rends disponible pour vous. En attendant que cette commission y aille. Voilà. Ça peut être bien. Si par exemple, vous avez annoncer à un usager que pour l'instant, les résultats que vous avez obtenus sur son dossier sont pas exactement tels que vous l'avez prévu. C'est pour ça qu'il faut aussi être très prudent dans ce qu'on annonce. Vous pourriez dire, le projet que nous avions en question a pris plus d'ampleur que nous l'avions prévu. Je suis conscient, l'empathie, je suis conscient que on avait prévu ensemble un délai d'1 mois, par exemple. Je propose qu'on y mette plus de ressources pour le terminer rapidement et qu'on puisse repousser à dans 2 semaines, par exemple. Fait, empathie, solution. Si vous devez aller, cette fois, aller informer une collègue que finalement elle n'a pas bien répondu à ce qu'on lui demandait. Mal gérer la situation. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Il faut pouvoir l'entendre aussi quand il s'agit de nous. Nous avons un usager qui a eu le courage de nous apporter son histoire, qui, à mon avis, est importante à considérer. Je sais que tu fais de ton mieux, et je sais que tu as des super capacités. Je propose qu'on puisse regarder ces situations ensemble et qu'on trouve une façon d'y remédier. Est-ce que ça te va ? Vous voyez, je pense que ce sont des choses qu'il faut s'habituer à faire, et là, on se rend compte que nos pulsions n'ont pas de place dans cette histoire. Elles ne peuvent pas avoir de place. Ça n'est pas possible.
Donc il va falloir évidemment essayer d'appliquer ces choses-là. On reprend, hein, donc verbaliser les faits, exprimer de l'empathie, apporter une solution. Il y a une exception à ça où il faudra une autre étape, mais évidemment, on en parlera peut-être en remédiation. Verbaliser les faits, pourquoi ? Parce que c'est important que c'est important de considérer que si vous n'utilisez pas les bons mots, rappelez-vous, on avait fait une distinction en cours entre le signifiant et le signifié, c'est-à-dire que il y a le signifiant qui est le mot qu'on utilise et le signifié, c'est ce qui est compris par la personne. Ce serait intéressant, vous voyez, par exemple, qu'on vous demande ici, à chacun et chacune d'entre vous, ce que les personnes pensent par superstition. Je pense qu'on serait hyper surpris de voir qu'en fait, personne pense la même chose de ce mot-là. Et donc, pour nous, dans notre statut, il est important d'aller vérifier, rappelez-vous l'approche de la com', c'est-à-dire d'aller quand même vérifier par la reformulation, par le questionnement, si ce qu'on a dit a bien été reçu comme on le dit et comme on le pense. J'ai des personnes, vous savez, moi, qui viennent me voir encore, qui ont vu, par exemple, une assistante sociale il y a 10 ans, il y a 11 ans, il y a 12 ans, et qui se rappellent textuellement ce que la professionnelle ou le professionnel leur avait dit à ce moment-là. Ce sont des paroles qui comptent. Quand même, je me souviens, l'assistante sociale, elle nous avait dit ça. C'est important, évidemment. Ça a un impact énorme. Faut pas le sous-estimer. Donc on verbalise les faits dans le sens où de toute façon il faut bien dire ce qu'on a à dire. Il ne faut pas essayer d'entourlouper les personnes, ni être trop indélicat. Je me souviens encore il n'y a pas très longtemps d'une personne, vous voyez, l'enfant en fait doit, dans un cas de maltraitance, doit être entendu par une assistante sociale qui doit mener l'enquête que le procureur lui demande. Bon, très bien. On ne sait jamais, hein, vous savez, dans ces moments-là, les gens ils savent jamais ce qu'il faut faire. Hein. C'est pas clair du tout dans les papiers et tout ça. Donc, il y avait la belle-mère qui était là. Est-ce qu'elle doit venir ? Est-ce qu'elle ne doit pas venir ? Est-ce que si elle vient pas, on attendait à ce qu'elle vienne ? Est-ce que si elle vient, on va lui dire que c'est pas sa place ? Assez complexe. Elle décide de venir. L'assistante sociale, directement, et c'était il y a 2 semaines ça, hein, directement lui dit non mais vous, je veux pas vous voir dans mon bureau. C'est hyper violent. Alors peut-être que après, dans sa tête à elle, elle va dire bah oui, mais c'est parce que normalement c'est que les parents. Oui, d'accord, mais il faut pas supposer que les gens aient la même connaissance que nous. Ça, c'est une première erreur. C'est une première erreur. Et c'est pas parce que nous on a des connaissances dans un domaine qu'on est des gens intelligents. Ça, c'est une deuxième erreur. C'est pas du tout parce que on a fait des études de ça qu'on est les plus à même à prendre les décisions. Rien à voir. L'intelligence et la connaissance, ce sont deux champs très distincts. Et donc, il faut faire vraiment posture humble, et parfois, ça vous arrivera, et j'espère, parce que ça montre que vous aurez compris les choses, peut-être que vous allez faire des entretiens avec des gens qui sont là, qui vous serviront à rien, peut-être, ou pas, d'ailleurs, on n'en sait rien, mais parce que c'est des gens avec qui il faut travailler quand même, en fait. Et donc, il faut essayer, d'être beaucoup plus malléable en disant les choses. Ah, alors je suis désolé, j'aurais dû vous prévenir. Effectivement, le cadre de l'entretien ne prévoit pas qu'il y ait d'autres personnes de la famille. Mais si vous voulez, on peut prendre 10 minutes pour échanger, ou est-ce que je peux vous proposer un café en attendant ? En fait, il y a tellement de manières de dire ça, plutôt que de dire je veux pas vous voir vous. Vous voyez. Et encore une fois, c'est il y a 2 semaines. Donc c'est pas un truc, voilà. Faut pas s'en foutre des gens, en fait. Ça paraît évident, mais ceci dit, encore une fois, hein, je pense qu'il y a énormément de situations où on peut se re-questionner en disant, ne serait-ce qu'avec nos amis, avec nos collègues, avec nos enseignants, avec notre famille, où en fait, on déconsidère complètement ce que veulent dire les autres, etc.
et on écoute notre pulsion, tout simplement. Deuxième point, donc exprimer l'empathie. On exprime l'empathie dans la juste mesure, évidemment. On peut pas faire nôtre, bien sûr, les problèmes des personnes. Mais l'empathie, elle n'est pas dans la prise de souffrance à la place des autres. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, symboliquement, pour essayer de comprendre ce que les gens ressentent à ce moment-là. Et donc, peut-être que pour vous, il pourrait arriver, je sais pas, qu'un dossier logement soit pas accepté, mais bon, c'est comme ça. Mais que peut-être la personne attendait ça depuis tellement longtemps et que ça change toute sa vie. Et qu'on peut quand même prendre quelques minutes pour comprendre et écouter cette souffrance. Même si on peut rien y faire. J'allais presque dire surtout si on peut rien y faire. Sinon, on va tomber dans ce qu'on appelle l'activisme, c'est-à-dire qu'on va définir notre qualité professionnelle en fonction de ce qu'on sait faire. Et donc, il y a des personnes comme ça qui viennent où leur situation elle est tellement délétère que du coup, on veut tout faire à leur place. Ah, vous inquiétez pas, je m'occupe de ce dossier, et après on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, on leur enlève la dernière liberté qu'ils leur laissent, c'est-à-dire de remplir des papiers. On peut pas faire ça. Donc, l'empathie, elle est importante dans le sens où l'empathie, c'est pas remplir des papiers. L'empathie, c'est vraiment prendre ce temps. On pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire essayer d'être dans ce moment d'expérience, ce moment d'exclusion, où la langue nous projette hors de notre être et nous constitue en sujet. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que les gens ont à en dire de ça ? C'est ça, être un sujet. Et nous, on doit défendre ça, en fait. Donc, vous savez, même les gens qui n'ont pas gain de cause dans leur dossier, etc., bien sûr, il y en aura. Ils retiendront toujours de la manière avec laquelle vous l'avez traité. Il y a même des gens qui n'osent plus rien demander parce qu'en disant, mais je vais encore me faire détruire, quoi. Donc, non, surtout, ça, c'est précieux. La parole des personnes, c'est ce qu'on a de plus précieux. Apporter une solution. Parfois, ce n'est pas une solution administrative, comme on vient de l'évoquer, mais ça peut être revenez nous voir quand vous pouvez, si quelque chose change, si vous avez besoin de conseils, peut-être je connais cet asso, il y a peut-être d'autres manières d'aider les gens, mais il faut pas les laisser en disant j'y peux rien, quoi. Ce détachement-là, il est insupportable, donc c'est pas la peine. Donc verbaliser les faits, exprimer l'empathie, apporter une solution. J'en profite pour dire que dans tout échange avec quelqu'un, l'éthique voudrait que deux choses. D'une part, que l'on ne mette pas trop rapidement d'intimité dans nos discussions. C'est-à-dire que toute question que l'on doit poser à quelqu'un, et je vous l'ai déjà dit, mais toute question que l'on doit poser à quelqu'un doit être réfléchie. Il faut qu'elle ait une utilité et un sens, en réalité. Et quand la question elle est très perso, et qu'on sent qu'on pourrait mettre mal à l'aise les personnes, alors on explique d'abord pourquoi on est obligé de poser cette question. On rappelle peut-être la confidentialité de l'entretien. On rappelle, je sais que ça va être difficile pour vous, mais voilà, on va le faire tranquillement ensemble. C'est parfois difficile, vous savez, de dire, ne serait-ce que vous avez combien d'enfants, c'est parfois difficile de dire vous vivez avec qui, vous êtes séparés quand, comment est votre maison, en fait, toutes ces questions-là, qui sont de l'ordre de la construction identitaire, elles sont très très complexes, quoi. Avec ceci, il ne faut, à part, on va dire, quelques exceptions, jamais poser de questions sur l'intimité. Sauf si les personnes nous en parlent. Il faut vraiment éviter ça. On risquerait de tout exploser en sortant. Par contre, on peut se rendre disponible, on peut dire, bon, si à un moment vous avez besoin d'évoquer ça, sachez que je peux être une oreille vraiment intéressante pour vous. Je pense surtout aux plus jeunes. Vous voyez. Alors, j'essaye de pas aller trop vite, mais l'avantage c'est que c'est une vidéo que vous pourrez avancer et reculer. Je voudrais faire un petit parallèle également avec un modèle théorique qu'on avait développé ensemble et que je veux appliquer ici.
s'appelait le réel symbolique imaginaire. Je ne vais pas vous refaire tout le speech, mais en un mot, c'est-à-dire l'imaginaire capacité à produire des images, donc un idéal. Le réel, ce dont on ne peut pas parler, donc quelque chose de traumatisant mais qui apporte rien, à part du vide, comme le traumatisme. Et puis le symbolique, qui est le langage, c'est-à-dire le porteur de sens et on va dire le traducteur d'émotions et de ressentis. Eh bien, là aussi, dans la communication éthique que l'on doit avoir avec les personnes, il va falloir juguler, réguler ces 3 dimensions. On ne peut pas être dans un discours imaginaire, c'est-à-dire on ne peut pas être idéaliste en fait dans notre façon de faire, ça ne peut pas rendre service aux gens. Donc ça implique qu'il faut être là aussi très clair dans ce qui s'est passé, d'où le verbaliser les faits, bien entendu. Voilà, ni les faire espérer pour rien, ni les faire mentir, bien sûr, ni nous faire mentir. Donc ça, c'est important de ne pas les plonger dans l'imaginaire. D'autre part, on peut éviter de les plonger dans du réel, c'est-à-dire être bien trop acerbe et bien trop direct et méchant dans nos propos. Une mauvaise nouvelle, ça peut s'annoncer autrement, bien sûr. Et puis, d'autre part, il faut que notre symbolique, du coup, soit très précis. Avec cette vérification, comme on le disait, que ce soit bien aussi celui de l'autre. Que vous entendiez bien sur les mêmes mots. Concernant l'éthique, également, dans la communication, il ne faut absolument pas non plus, et ça c'est important, j'y serai très attentif, c'est-à-dire ne pas mettre du sens en dehors des gens. C'est-à-dire, ça a pas marché, ou ça a marché, mais je pense que pour vous, de toute façon, ça voudra dire ça, ou enfin voilà. On peut pas mettre du sens sur ce qui s'est passé en dehors de ce qu'en disent les gens. C'est leur vie avant tout. Et donc on doit aller contre ce sens qu'on a envie de mettre. Il faut toujours douter. Peut-être que moi je pense ça, mais je vais quand même vérifier, quoi. Est-ce que la personne pense ça ? On entend parfois. Ouais, mais de toute façon c'est un alcoolique. Mais on n'en sait rien. Ou alors, c'est un bipolaire. Oh, c'est un psychotique. Mais on sait pas, puis on s'en fiche, en fait. On s'en fiche, c'est pas ça l'intérêt. Donc là aussi, il faut vraiment mûrir de ce côté-là. Parce que on peut pas, notamment, utiliser les choses comme on parlerait avec nos amis, quoi. Ça, c'est exclu complètement. Donc le réel, le symbolique, l'imaginaire doivent être évidemment très pondérés, très posés. Hein, nous, on est bien là pour apporter des faits aux gens, pour apporter une écoute et pour apporter des solutions quand elles sont possibles, bien sûr. Alors, sur tout cela, je vais pas parler non plus des heures en vidéo parce que je sais que c'est pas forcément simple pour vous, donc je vais vous faire passer rapidement aux exercices pratiques. Donc je vous rappelle le format, je vais vous donner des situations que vous allez devoir jouer de la manière que vous souhaitez, avec les discours que vous souhaitez, les dialogues que vous souhaitez. Et j'aimerais que vous les filmiez et que vous puissiez me les faire parvenir, ou par Malika, enfin, n'importe, mais pour que je puisse les visionner. Et puis on fera un temps de rémédiation pour reprendre ces vidéos et comprendre ce qui se passe dans cette éthique de la communication. Alors, le premier dossier, c'est une personne qui donc vient vous voir et puis vous la recevez pour une demande de logement d'urgence dans un contexte de violence conjugale et donc vous faites tout le dossier, etc., etc. Et la personne retire en fait sa plainte de la violence conjugale et perd la possibilité d'avoir un logement. Et donc vous devez lui annoncer ça. Donc la question première, c'est bien sûr comment
aborder cette question avec elle. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, elle va être auprès d'un enfant. Un enfant qui, du coup, va assez mal parce que, en fait, il a appris que ses parents avaient fait un délaissement parental, mais ça lui parle pas trop. Et finalement, au tribunal, on lui a expliqué un truc qui, lui, il a pas trop compris. Et donc, il se mutile. On va lui donner un âge, on va dire il a 11 ans. Il se mutile et il s'explose la tête sur les porte-manteaux, vous savez, dans les couloirs des classes. Expérience vécue. Et donc, faut aller le voir, en fait, pour lui réexpliquer ce que c'est le délaissement parental. Donc là, de la même manière, comment vous y prenez? Qu'est-ce que vous lui diriez? Parfait. D'autre part, j'ai encore deux autres situations. Vous avez un enfant qui vient vous confier des maltraitances, on va dire des maltraitances psychologiques de la part de sa mère. Et seulement il vous le dit pas tout de suite parce qu'il a besoin de tisser une relation de confiance avec vous. La seule chose qu'il vous dit, c'est il faut pas que tu informes maman parce que il se trouve que sa mère est psychologue, par exemple. Et que en fait, il craint cet enfant que lorsque si sa mère est au courant, que du coup elle ne le lâche plus, elle le harcèle de questions et que la maltraitance du coup psychologique serait bien pire. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous lui répondez? Dernière situation. Une collègue ou un collègue à vous a mis dehors de son bureau une personne qui met en échec 3 fois de suite son suivi social. En échouant au dernier moment les solutions, en mettant en échec, au dernier moment, les solutions que votre collègue lui avait apportées. Que dites-vous? Alors, on va imaginer que la personne met en échec puisque elle est frappée de dépendance à l'alcool et aux stupéfiants et que du coup les projets tombent à l'eau puisque cette personne a de toute évidence une boucle assez autodestructrice. Qu'est-ce que vous dites à votre collègue? Et bien sûr, qu'est-ce que vous proposez de faire avec cette personne qui du coup vient vous voir? Donc voilà, c'est 3 situations, donc prenez le temps de les repasser et de pouvoir les rédiger. Donc c'est 4 petites situations où je voudrais quand même un échange verbal et j'aimerais bien sûr que chacune de vos vidéos soit expliquée par la théorie et par qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous visez et à quoi vous faites référence. Ou dans l'imaginaire, le symbolique et le réel, ou dans verbaliser les faits, exprimer de l'empathie, apporter une solution. Enfin, voilà, j'aimerais qu'on retrouve un peu ces choses-là dans vos travaux, bien sûr, à vous. Que dire d'autre? Non, mais ouais, après on fera la rémédiation. Donc je vous souhaite beaucoup de courage pour cet atelier-là. Et puis on se retrouve rapidement pour pouvoir débriefer sur ces situations qui, je ne doute pas, vont bientôt tous vous animer. Et bien sûr, ça sera votre réalité de demain. Donc, et déjà d'aujourd'hui avec les personnes que vous rencontrez. Donc bon courage et à très bientôt.